sur cette délibération. Merci. Oui, merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux. La vallée de la Seine fait aujourd'hui l'objet de ce nouveau contrat de plan interrégional de près de, vous l'avez rappelé, Monsieur Gastine, 461 millions d'euros entre la région Normandie, l'Île-de-France et l'État, en notant toutefois que la part de la région Normandie, elle, a diminué de près de 60% entre 2015 à aujourd'hui, puisqu'elle était de 140 millions d'euros en 2015, et aujourd'hui, 59 millions d'euros y sont alloués. Une diminution sur les trois axes, puisqu'on passe de 11 millions sur la gestion de l'espace et le développement durable à 4,9, sur les mobilités et les déplacements de 101 millions à 47, et sur le développement économique de 27 millions à 7 millions. On sait que les fleuves sont des couloirs de vie, des corridors écologiques pour les trames bleues, vertes et noires, mais aussi des bassins de peuplement historiques, des axes de transport également. La Seine est tout cela, bien sûr. C'est une signature majestueuse de nos paysages normands, un corridor écologique riche d'une grande variété d'oiseaux, de chiroptères, d'insectes, d'amphibiens, de poissons, de flore, dont 15 à 40% sont aujourd'hui menacés de disparition. C'est aussi un bassin archéologique ancien, un bassin de vie dynamique, avec ses villes, ses milieux naturels, ses terres agricoles, ses captages d'eau, ses espaces récréatifs. Voulons rappeler qu'entre 2012 et 2018, 14 000 hectares du territoire normand et 4 000 hectares du territoire francilien ont fait l'objet d'un changement du mode d'occupation du sol à destination de l'habitat, des infrastructures routières, de zones économiques aux dépens des terres agricoles, de continuité écologique et de la biodiversité. La Seine est aussi, bien sûr, un bassin historique d'industrie et de transport. Il s'agit aujourd'hui, nous en voyons la nécessité d'accompagner leur mutation écologique. La vallée de la Seine est en effet l'une des principales portes d'entrée en France des flux internationaux de marchandises, avec 100 millions de tonnes de trafic maritime et fluvial, et c'est également le principal bassin de navigation entre la capitale et la mer. En corrélation avec ce développement économique et démographique historique, la Seine et son estuaire reçoivent en contrepartie aujourd'hui les rejets de 30% de la population française, de 40% de l'industrie nationale et les pollutions de 25% de l'agriculture nationale. Et malgré des milliards d'investissements dans l'assainissement, on retrouve dans nos fleuves et dans la Seine des polluants éternels qui, comme leur nom l'indique, contaminent pour toujours la qualité de notre eau. Et on peut dire qu'hélas, la Seine n'est pas aujourd'hui en grande forme olympique. Le CPIER, aujourd'hui présenté avec ses trois axes d'aménagement durable, de transformation des mobilités et de mutation économique, s'inscrit, vous l'avez souligné, dans la nécessité de décarboner la vallée de la Seine. Avec 17% des émissions de gaz à effet de serre en Normandie, cet enjeu à l'échelle de la vallée de la Seine est bien entendu majeur. Et nous rappelons qu'avec l'élévation du niveau de la mer causée par le réchauffement climatique, la vallée de la Seine, ses villes et ses activités portuaires et industrielles sont exposées en première ligne. La volonté affichée est louable, avec 24 millions d'euros au global consacrés à la restauration des continuités écologiques et des berges, près de 10 millions pour la prospection foncière et la réhabilitation des friches, 37 millions pour la mutation de l'économie et surtout 389 millions d'euros pour la transformation des mobilités. Quand on y regarde dans le détail, nous saluons la volonté affichée en faveur du report modal du transport de la route vers le transport ferroviaire et fluvial, ou encore la volonté de sortir la Seine de son image de vallée des hydrocarbures qui était symbolisée par les torchères, qui est toujours les torchères de Port-Jérôme. Concernant les transports, nous saluons l'absence de tout soutien financier aux projets routiers et autoroutiers reliant la Normandie et l'Île-de-France. Vous l'avez rappelé, comme le funeste projet d'autoroute A133, A134 à l'est de Rouen, qui serait en réalité un contournement ouest de Paris pour des marchandises venant du nord de l'Europe et transitant vers le sud. Un seul projet routier y est curieusement inscrit, car il ne concerne en réalité que la seule Île-de-France. Il s'agit de la desserte routière par la RN 406 du site portuaire de Bonneuil, et nous nous demandons pourquoi l'inscrire dans un CPIER. En ce qui concerne le report modal, nous regrettons que le seul financement finalement accordé au ferroviaire ne concerne global que des études et aucun investissement dans l'infrastructure, et notamment pour le fret, en dépit des priorités que vous aimez proclamer. L'essentiel des investissements de l'axe 2 du CPUR va en réalité pour moitié au transport fluvial à hauteur de 195 millions d'euros et pour moitié au port avec 171 millions d'euros, avec l'objectif affiché par Aropa de passer de 26% à 30% de report modal.
Si le transport fluvial est 4 fois moins émetteur de gaz à effet de serre à la tonne transportée que le transport routier actuel, le transport ferroviaire l'est, lui, 9 à 14 fois moins. On sait bien sûr que l'acceptabilité sociale du fret ferroviaire est mauvaise. Vous l'avez rappelé, on l'a vu dans les dernières réunions de concertation sur la phase Montois de la LNPN, comme nous l'avons vu par le passé pour la liaison Serqueux-Gisors, dont la vocation, rappelons-le, est d'améliorer la liaison entre les ports normands et le hub logistique de l'Île-de-France, mais qui a suscité une opposition des riverains et des élus, notamment franciliens. Or, ce sont des orientations tout à fait stratégiques puisque l'alimentation logistique de l'Île-de-France est cruciale et le rapport Territéo joint à la délibération souligne en effet que chacun des 12 millions d'habitants de la région francilienne consomme en moyenne 20 tonnes de matière par an, dont plus de 80% vient de l'extérieur, que ce soit d'autres régions ou de l'international. Il est donc tout à fait logique que les franciliens subissent en partie les aléas de ces besoins massifs de consommation. Or, l'augmentation massive du fret fluvial a un impact important sur la biodiversité de l'estuaire et sur les sols, des points de vue fonciers et biologiques, comme le souligne l'évaluation environnementale du CPIER. Le fret ferroviaire doit donc être massivement et prioritairement soutenu, car c'est le plus vertueux et pour le climat et pour la desserte fine des territoires. Lorsque j'ai analysé tout à l'heure les racines du vote Rassemblement national dans nos territoires périphériques, je veux rappeler ce que j'ai souvent souligné et que vous revendiquez, Monsieur le Président, dont la Normandie et plus particulièrement la vallée de la Seine n'ont pas vocation à n'être que des bases arrières logistiques pour la consommation des Franciliens. Le rapport note bien cette prééminence des fonctions logistiques, surtout à proximité des échangeurs autoroutiers, et je le vis au quotidien dans mon territoire de l'agglomération Seine-Nord, à 100 km de Paris, où les écoparcs ont déjà consommé plus de 200 hectares de terres agricoles le long de la 13, qui, cela a été rappelé, et on l'a bien vu avec sa fermeture lors des dernières semaines, concentre aujourd'hui un trafic quotidien de plus de 110 000 véhicules, selon le rapport qui cite ce chiffre. Alors oui, bien sûr, le report modal est indispensable, mais chacun doit en prendre sa part et l'État comme les régions doivent jouer leur rôle de soutien au renforcement du fret ferroviaire. Il en va de même pour le déplacement des voyageurs vers notre région, que ce soit pour le tourisme ou pour la culture. L'usage du train doit, là encore, être encouragé et facilité, y compris pour le tourisme à vélo qui se développe beaucoup, mais nous en reparlerons lors de l'examen du rapport suivant. Or, la réservation obligatoire pour les vélos en est un frein, comme le manque de place, ainsi que les retards pris dans les travaux d'amélioration de l'infrastructure dans le Montois, qui pénalisent beaucoup les liaisons entre Paris et la Normandie. A contrario, nous regrettons une fois encore le soutien accordé dans ce contrat aux croisières maritimes et fluviales qui sont, elles, un mode de tourisme de masse et de consommation rapide qui vont à l'encontre d'un tourisme durable et vert. En ce qui concerne l'axe 3 consacré aux mutations économiques, la décarbonation est là encore affichée, tout comme la nécessité de réinventer une industrie verte plus vertueuse qui pallierait la perte de la moitié des emplois industriels de la vallée de la Seine entre 1990 et 2017. Si nous notons des aides à l'ingénierie ou des appels à manifestation d'intérêt pour accompagner les entreprises dans leur transformation, nous constatons que les deux remèdes miracles pour l'avenir de la vallée de la Seine sont encore et toujours la logistique, nous en avons déjà beaucoup parlé, mais aussi l'hydrogène. Or, prétendre transformer la vallée des hydrocarbures en vallée de l'hydrogène nous interroge. Si vous pouviez conclure, Madame Sanchez, oui, s'il vous plaît. J'ai bientôt terminé. Quand on connaît les liens intriqués de ces types d'énergie, puisque l'hydrogène est massivement produit à partir d'énergies fossiles et sert ensuite au raffinage des produits pétroliers au prix de millions de tonnes de CO2 émises chaque année, et la captation reste totalement anecdotique au regard des quantités émises. Quant à l'électrolyse de l'eau, pour produire de l'hydrogène vert, elle demande de telles quantités d'électricité qu'il est plus rationnel et plus rentable d'utiliser directement l'électricité pour d'autres usages. Hormis dans l'industrie lourde de type sidérurgie ou pour le transport lourd, et à condition d'utiliser des énergies renouvelables locales, on peut considérer l'hydrogène comme un mirage destiné en réalité à faire gagner du temps à l'industrie fossile ou encore à justifier une production massive d'énergie nucléaire pour alimenter des électrolyseurs. Enfin, pour conclure cette intervention, nous voudrions réitérer l'appel que nous avions fait au moment des Assises du fleuve en octobre dernier pour construire une nouvelle approche et mettre en œuvre un nouveau contrat écologique et social autour de la Seine par et pour toutes et tous ses habitants. Pour relever les défis de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique et de la préservation de la biodiversité, nous devons en effet changer notre regard sur le fleuve et faire de sa protection une priorité. Sa reconnaissance comme une entité vivante, dotée de droits,
à l'extension et le renforcement des zones de protection, en commençant par le classement des boucles de la Seine en amont de Rouen, constituent des premiers pas qui nous semblent nécessaires. En France, l'idée d'une reconnaissance des fleuves comme entités vivantes et sujets de droit émerge progressivement, à l'image des démarches engagées pour la protection du fleuve Tavignano en Corse, du projet de Parlement de la Loire, ce qui sont des initiatives qui peuvent s'inspirer de législations qui sont déjà en place ailleurs dans le monde, par exemple celle relative au fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande. En ce sens, le contrat de plan interrégional Vallée de Seine Ça fait 15 minutes, devrait Mme être... Sanchez. Oui, mais c'est un sujet majeur avec des millions d'investissements. Non, mais on n'a pas besoin d'avoir la description des process de l'hydrogène vert. Ma dernière phrase, c'est que le contrat de plan interrégional Vallée de Seine devrait être l'occasion de tracer la voie d'un réel changement de paradigme et d'engager une réflexion globale sur les usages du fleuve, ses besoins, ses droits et ceux de ses habitants, dans une approche moins centrée sur le développement économique que sur la préservation, la qualité de vie autour de la Seine et les alternatives aux modes d'aménagement et d'exploitation qui ont prévalu jusqu'à maintenant. Merci beaucoup.